Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Loïc Bey-Rozet, directeur général d'Indra Automobile Recycling. On va évoquer avec lui toute la chaîne de valeur du recyclage auto. Dans le débat de l'émission, on fera le bilan du mois du vrac. Comment se développe la filière? Quels sont les freins à l'accélération du vrac? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle ECMO. ECMO et ses vêtements issus d'un processus régénératif. On va découvrir ce que c'est. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Loïc Bey-Rozet, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général d'Indra Recyclage Auto, une histoire qui commence en 1985. C'est ça, à une époque où le mot économie circulaire n'était même pas dans le vocabulaire. Exact. En 1985, une personne qui s'appelle Manuel Munoz, en fait, crée autour de lui, rassemble autour de lui à Lyon, qui est le siège de la société, 6 démolisseurs, je crois, 6 casseurs, pour leur dire on va arrêter de faire n'importe quoi et on va essayer de travailler de manière intelligente. Donc il a eu une vraie vision sur les choses et il a fait évoluer sa société jusqu'en 2008, date à laquelle il a cédé sa société à 2 actionnaires, que sont Suez et Renault, à 50-50, ils sont à parité. Et moi, je suis arrivé en septembre 2010 dans cette société, une société qui n'allait pas très bien, pour diverses raisons. Et donc, derrière, on a modifié la société, on a modifié son business model, et aujourd'hui, ma foi, elle vit plutôt bien. Bah oui, elle vit plutôt bien. Et elle avance. Chiffre d'affaires 2021, 62 millions d'euros. Et puis depuis 2021, ce centre de formation Oreca dont on va parler, ça représente quand même plus de 600 000 véhicules hors d'usage traités lors de cette année 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une voiture, pratiquement tout se recycle? Alors, dans une voiture, théoriquement, on peut atteindre 100% de recyclage sur une voiture. Ça a été fait dans un de nos centres. Simplement, économiquement, c'est pas viable. Donc aujourd'hui, vous avez une directive européenne qui impose 95% de taux de recyclabilité de la masse du véhicule. Donc sur une voiture d'1 tonne, c'est 50 kg de déchets. C'est tenable, ça? C'est atteint. C'est atteint dans l'équilibre économique de la filière. Ça, c'est la directive européenne. La France fait 94,8, au dire de l'ADEME. Notre réseau fait 95,6, on est un peu supérieur. Donc ça fonctionne. Alors bien évidemment, plus vous cherchez à aller loin dans le tri de la voiture, plus ça coûte cher. Ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai à l'étranger, à cause du coût du travail. Bien sûr, évidemment. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des parties qui se recyclent facilement, d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué et coûteux, c'est ça, quoi? Oui, il y a une partie qui se recycle facilement, c'est l'acier. Vous avez 75% d'acier dans une voiture, donc ça, c'est très facile à recycler. Après, derrière, ce qui est de plus compliqué, c'est tous les plastiques. Là, c'est un tout petit peu plus difficile parce que souvent les plastiques sont amalgamés. Il y a différents plastiques, il y a des plastiques qui ont plus ou moins de valeur et ils sont malheureusement parfois amalgamés avec d'autres et donc il faut pouvoir les séparer et toute la recherche et le développement souvent portent là-dessus pour pouvoir... Le sujet est que pour rendre quelque chose d'économiquement viable, c'est de trier au maximum et de séparer au maximum les matières pour pouvoir les rendre économiquement viables. Cette année, c'est vraiment l'année de l'entrée en fonction de la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ça change quoi pour vous? C'est un accélérateur? Vous vous dites finalement ça va obliger les autres à suivre ce que nous on fait depuis des décennies? Comment vous réagissez à ça? Moi, je pense que c'est un accélérateur. Je pense peut-être pas comme tout le monde, mais je pense que c'est un accélérateur. Les lois poussent les choses souvent. Donc, aujourd'hui, la loi AGEC suit... Il y a eu 12 points, on ne va pas citer les 12 points qui sont des points techniques, mais elle suit 2 objectifs. Le premier objectif, c'est la promotion de l'économie circulaire. Et le deuxième objectif, c'est la lutte contre la filière sauvage. En France, il y a une filière sauvage... Comme en Europe, d'ailleurs. La France n'est pas un cas atypique dans ce domaine. Mais la France est à la tête, dans sa filière sauvage, de 300 000 voitures. Donc c'est quand même beaucoup. Et donc le sujet de la loi AGEC, c'est ça. Et c'est d'imposer, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, les constructeurs sont en face d'une REP,
responsabilité élargie au conducteur. Ils ont donc la responsabilité de la fabrication jusqu'à la destruction du véhicule. Et dans le cadre de cette REP, ils vont être obligés, dans le cadre de la loi AGEC qui vient enrichir la REP, ils vont être obligés de communiquer auprès des particuliers sur la fin de vie de leur voiture pour éviter que, en fait, la filière sauvage naît de la méconnaissance qu'ont les particuliers, de la naïveté des particuliers sur le fait qu'ils se débarrassent d'une voiture pas forcément proprement. Oui. C'est assez simple, en fait. Vous avez parfois en ville des petites affichettes qui sont épavistes, oui. 06. Ça, c'est la filière sauvage. D'accord. Et donc les gens, naïvement, appellent ces gens-là. Ils ont un souci, ils appellent ces gens-là. Et bien évidemment, ces gens-là viennent chercher la voiture. La difficulté, c'est que vous détruisez une voiture physiquement, mais il faut aussi la détruire administrativement. Donc il faut détruire la carte grise. Et ça, la filière sauvage ne le fait pas. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir des surprises. Voilà, c'est ça. On en profite pour faire un peu de mise en garde. Je voudrais qu'on parle Alors, parmi vos partenaires, il y a les constructeurs auto. Oui. Évidemment, il y a les assureurs aussi. Quelle est la part des pièces de réemploi sur le marché de la réparation auto? Parce que finalement, l'un des objectifs de votre filière, c'est le réemploi de certaines des pièces. C'est quand même hyper important. Moi, je n'ai pas le chiffre, je ne me rends pas compte. C'est quelques pourcents aujourd'hui? Pour faire simple, on va un peu parler de... Alors, en 2017, le poids de la pièce de réemploi sur l'ensemble des pièces revendues en France, l'ensemble des pièces en France, c'est à peu près 14 milliards d'euros par an. La pièce de réemploi pesait 3%. 2%, pardon. 2017. 2017, 2%. Oui. Elle est aujourd'hui, pour les optimistes, à 4. Oui. Moi, je suis plus prudent, je dirais qu'elle est à 3,5. Okay. Donc elle a grimpé. Donc c'est bien. Oui, ça pousse. Mais on est encore très loin d'une utilisation. On est encore très loin de. Donc la pièce de réemploi en millions d'euros, c'est aujourd'hui 500 millions d'euros. Ouais. Quels sont les freins? 300. Ouais. C'est quoi les freins? Les freins comportement. La plupart des gens, les gens sont toujours un peu prudents. Un frein psychologique, quoi. Oui, ils ne veulent pas forcément aller dans les casses. Les casseurs automobiles. Qu'est-ce que c'est, Max et les ferrailleurs? C'est un peu ça. Oui, les clichés ont la vie dure. Il y a les clichés, et les clichés sont tenaces. Donc, ceci évolue de manière extrêmement importante depuis 10 ans. Les démolisseurs ne sont pas du tout ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Ils ont été obligés de faire beaucoup de choses. D'abord de s'organiser au niveau informatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pièce de réemploi est poussée par le net, en fait, par Google, enfin par toutes les plateformes net, les plateformes de vente de pièces. Et c'est ce qui fait que derrière, elle commence à prendre de l'ampleur. Les gens n'ont pas besoin d'aller dans une casse pour acheter une pièce. Donc voilà, c'est assez simple, mais c'est souvent comportemental. Le deuxième élément qui pousse la pièce, c'est les assureurs. Les assureurs veulent baisser le prix de réparation des voitures. Or, les pièces de réemploi ont la particularité de coûter en moyenne 50% moins cher que les pièces neuves. Les pièces neuves sont assez chères, on en parle suffisamment. Donc les assureurs poussent à ça. Ça suppose bien évidemment de répondre à des cahiers des charges très précis que sont... la vitesse à laquelle vous livrez une pièce, la qualité de la pièce, etc. Et être sûr qu'elle monte sur la voiture qu'on va réparer. Évidemment, oui. Vous avez créé un centre de formation au métier du recyclage auto. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de changer, parce que vous n'étiez pas satisfait finalement de ce qui existait? D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, on a créé ce centre de formation parce qu'on est à la tête d'un réseau de 380 démolisseurs en France. Le vecteur qui permet de faire naître une culture de réseau, c'est la formation. On partage un certain nombre d'éléments, notamment des éléments de process, des éléments de démontage. La formation est assez variée. Il y a notamment des formations qui portent sur les risques incendies dans les casses. Avec les batteries électriques, il faut faire un peu attention. Donc, vous avez des formations qui portent sur le digital, vous avez des formations qui portent sur la gestion, vous avez des formations qui portent sur l'évolution de la loi, la façon dont il faut l'interpréter, etc. Donc, on a effectivement toute une panoplie de formations qui sont absolument nécessaires pour les démolisseurs qui ont besoin de se projeter un petit peu vers l'avant à travers la formation de leurs équipes, tout simplement, qui n'ont pas forcément la notion
du danger qu'il peut y avoir à démonter une voiture. Il faut faire attention. Oui, donc, et à se projeter aussi, vous l'avez évoqué, mais dans la mutation du secteur automobile. C'est-à-dire que vous allez voir arriver des véhicules électriques, ou ça arrive déjà peut-être, et donc ce n'est pas exactement les mêmes réflexes et la même filière qui va se mettre en place. Alors, la voiture électrique est un des éléments de la formation important. Oui. On ne forme pas que notre réseau, on a formé aussi la police et les pompiers. Donc, alors pourquoi ? Parce que nous sommes très en pointe sur des sujets que sont la batterie électrique qui est incarcérée dans une voiture accidentée. Donc il faut savoir mettre en sécurité la voiture. Une batterie c'est 400 volts, donc il faut faire attention. Vous êtes dans un univers d'acier, donc ça conduit. Et les batteries ont la particularité parfois de pouvoir prendre feu. Donc il faut faire un peu attention. C'est pas plus dangereux qu'une voiture thermique. Simplement, la voiture thermique, on vit depuis 100 ans avec, donc on a pris l'habitude d'avoir des réflexes. Les batteries électriques, c'est un peu nouveau. Donc on les forme là-dessus pour leur dire, attention, mettez en sécurité la voiture avant d'intervenir sur la voiture. Et la batterie électrique les voitures électriques vont effectivement changer un peu les choses, pas tout de suite. Aujourd'hui, vous avez à peu près 2 à 3% de voitures sur le parc roulant, c'est-à-dire à peu près 1,2 million, 1,3 million voitures qui roulent sur un parc roulant de 38 millions. Donc on a encore un peu le temps. Oui. Mais néanmoins, elle va impacter effectivement d'ici une dizaine d'années ou d'ici une douzaine d'années, sur le commerce propre, puisque un véhicule électrique a un moteur qui est pratiquement inusable. Et oui. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc il y a moins de pièces. Mais il y a les pièces de carrosserie. Il y a la batterie. Et il y aura encore du travail et il y aura les batteries. Merci beaucoup. Merci Loïc Berrosé. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On va parler de la filière du vrac. Le mois de mars, c'était le mois du vrac, l'occasion d'un bilan, d'un zoom sur le secteur avec mes invités. Arnaud Lancelot, bonjour. Vous êtes le cofondateur de COSI. Maude Cadic, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Mamie Mesure et présidente du réseau VRAC. Allez, on commence par présenter vos entreprises. Mamie Mesure, c'est quoi ? Alors Mamie Mesure, c'est un réseau de boutiques engagé pour un monde raisonné, un réseau de boutiques VRAC basé dans le Grand Ouest et qui existe depuis 2016. Donc on est plutôt dans le commerce de proximité, c'est ça ? Exactement, commerce de proximité avec de l'épicerie, de la cosmétique, des produits d'entretien et du salon de thé. Ok, et c'est du VRAC. COSI, Arnaud Lancelot, c'est quoi ? COSI, on a une marque de soins cosmétiques, naturels et bio, donc on va travailler les ingrédients propres pour la santé des consommateurs. Et on est aussi très engagé dans une démarche zéro déchet avec des flacons qui sont soit consignés, soit en magasin, comme chez Mamie Mesure, des solutions en vrac pour recharger ces flacons et ne plus jamais les jeter. Donc on est vraiment au cœur de ce débat sur le mois du vrac. Si on fait un petit bilan, ça sert à quoi un mois du vrac, Maude Cadic ? Alors l'objectif du mois du vrac, c'était vraiment de resensibiliser le consommateur et aussi les professionnels, de remobiliser le citoyen autour du consommer en vrac et du mieux consommer. C'était la première édition et on est plutôt satisfait du bilan, puisqu'on a pu organiser une centaine d'événements sur le territoire français, avec 1150 professionnels qui se sont engagés pour organiser ces événements. Et on a eu de très bons retours et une belle mobilisation des citoyens et des consommateurs. Il y a un objectif de pédagogie qui est évident. Exactement, de pédagogie, de réenchanter le vrac, de permettre aux gens de tester ce mode de consommation, de se l'approprier et puis de poursuivre dans cette dynamique. Alors la consigne, Arnaud Lancelot, c'est... on remet au goût du jour des usages qui étaient les nôtres, enfin ceux de nos parents ou de nos grands-parents. Non, évidemment, même moi. Mais là aussi, vous diriez qu'il faut faire de la pédagogie pour rebondir sur ce que... En fait, alors constamment, mais il y a eu de très très fortes évolutions. Déjà, nous on a créé l'entreprise il y a 5 ans, mais déjà ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus dans les mœurs. Après là, le mois du vrac arrive à point nommé parce que on arrive à la fin d'un cycle de 2 ans assez long de repli sur soi avec le Covid. Le Covid est toujours là, mais on respire. Et donc là, on retourne vers la proximité, vers la sensibilisation à la planète, etc. Et voilà, donc là, il faut remettre un petit coup d'accélérateur parce que ça s'était un peu tassé ces derniers mois. Là, c'est le bon moment. Là, on signe le vrac de foncer. C'est quoi les freins, les difficultés que vous rencontrez, vous, encore aujourd'hui, malgré tout ?
Les difficultés, c'est pas vraiment des difficultés, c'est juste de rappeler le bon sens, qui est de dire, voilà, l'économie circulaire, c'est la solution si on veut une planète durable. Ouais. Donc c'est évangéliser constamment. Ouais. Les Français demandent de plus en plus de vrac. Maud Cadic, quelques chiffres, 62% des Français souhaitent plus de produits en vrac. Alors ce qui est intéressant, c'est si on rentre un peu dans le détail des types de commerce, c'est 74% pour l'épicerie, 58% pour l'entretien, 43% pour l'hygiène beauté, 30% pour les aliments animaux. Ça veut dire que comment on explique ces chiffres ? Il y a des secteurs dans lesquels c'est quoi ? Plus facile à mettre en place ou plus naturel pour le consommateur ? Comment vous l'analysez, vous ? Oui, c'est plus naturel pour le consommateur qui est déjà habitué depuis de nombreuses années à avoir des amandes en vrac, des fruits secs, de l'alimentaire. Ça l'est moins, c'est moins naturel sur des produits comme par exemple l'alimentation animale, etc. Mais oui, le consommateur veut vraiment une offre large, il veut pouvoir faire toutes ses courses en vrac et c'est aussi en cela que Réseau Vrac accompagne les projets de loi, etc. et la démocratisation pour qu'on ait un maximum de produits qui puissent être vendus sans emballage. Justement, on en discutait pour le recyclage auto juste avant, mais l'aiguillon de la loi, la pression réglementaire, à quel point c'est important pour vous ? C'est important au quotidien dans nos commerces de proximité puisque ça nous demande d'être très vigilants, très exigeants en termes d'hygiène, de normes, de traçabilité, etc. Ouais. Donc c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi un booster et Réseau Vrac fait vraiment avancer la filière grâce au législatif et en accompagnant le législatif. Et donc on estime que voilà, c'est plutôt un booster pour notre filière qu'une contrainte. On va continuer à en parler, mais je voudrais revenir sur les chiffres que je viens de donner. Ouais. Quand on voit la filière hygiène beauté, on est à 43% pour les Français, donc ça veut dire que vous êtes un peu au milieu du gué en quelque sorte, c'est ça ? Complètement. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a encore plein de potentiel. Ouais. En fait, effectivement, la loi implique des normes d'hygiène et de traçabilité, typiquement sur les cosmétiques, qui sont très, 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 très sévères. Plus que pour l'agroalimentaire, bien souvent. On peut le discuter, mais c'est comme ça. Ouais. En tout état de cause, c'est très bien parce qu'il faut protéger d'abord le consommateur. Donc ça, c'est le pan protection du consommateur. Et il faut que nous, dans la filière vrac, on maîtrise ça parfaitement. Et c'est le cas. Et c'est pour ça qu'avec des solutions d'économie circulaire comme la nôtre, avec des machines de vrac qui vont bien respecter cette hygiène et cette traçabilité, on va pouvoir développer ça. Et le réseau vrac va aussi débloquer justement des pans d'activités qui étaient bloqués historiquement par la réglementation sur l'huile d'olive ou que sais-je. C'était pas disponible, et bien maintenant on peut étendre le spectre et faire un maximum de courses grâce à toutes ces actions qui débloquent des lois historiques. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement justement pour une entreprise comme la vôtre, pour se mettre aux normes et pour finalement répondre à la fois à l'exigence du consommateur et du législateur ? Nous, c'est éco-conçu, donc on n'a pas... c'était dès le départ. Le seul investissement de départ, c'était de concevoir une machine qui, justement, pour des cosmétiques, c'est pas simple, allait maîtriser l'hygiène et la traçabilité. Après, il y a tous les équipements qu'on va retrouver dans les magasins vrac, dans tous les magasins Réseau Vrac, qui doivent être parfaitement conformes à l'hygiène et à la traçabilité, et ça va être pour tous les types de catégories. Il y a les process et les machines. Mais les investissements, c'est pas... Mais est-ce que vous, j'allais dire contrôlez, oui, d'une certaine façon, l'emballage que le client utilise pour mettre vos produits dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en termes de... je vais vous poser d'abord la question à vous, et puis vous pourrez répondre aussi, parce qu'en termes de responsabilité, c'est pas neutre. Si vous avez un client qui arrive avec un emballage qui est pas conforme et qui potentiellement peut altérer la qualité du produit, vous allez peut-être en être jugé responsable. Comment ça se passe, ça ? Exactement, et ça va être dépendant justement des types de produits. Nous, dans les cosmétiques, c'est très strict, il faut qu'on maîtrise parfaitement l'hygiène. Il y a des produits qui sont peu sensibles, des produits rincés, des produits avec forte base d'alcool, comme notre déodorant par exemple, où on peut laisser le consommateur laver. Ça doit être un flacon brandé à notre marque Cosy en l'occurrence, mais le consommateur peut laver, pas de risque. Okay. Il y a des produits, on travaille nous sur des soins du jour, crème de jour, etc., où c'est beaucoup trop risqué. Dans ce cas-là, on est obligé d'avoir ce schéma de consigne. On va devoir récupérer les flacons, les laver, et nous, en suivant des protocoles cosmétiques, les remettre sur le marché. Alors cette question, comment vous l'adressez, vous, chez Mamie Mesure ? Donc, dans les boutiques, c'est le même principe. Donc, pour la partie cosmétique et produits d'entretien, on est sur des contenants sur la partie entretien, le consommateur peut apporter ses propres contenants sous réserve que ce soit des contenants de produits ménagers initialement, qui soient bien lavés
et étiqueté de notre part. Pour la partie cosmétique, on respecte les mêmes règles que vient d'énoncer Arnaud. Et pour tout ce qui est alimentaire, là, le consommateur peut venir avec son propre contenant et se servir. On doit, nous, être garant, entre guillemets, vérifier si son contenant est propre. Et sinon, on met à disposition, nous, des contenants qu'on a nous-mêmes lavés dans un lave-vaisselle professionnel, etc. Et je repose la question de la responsabilité juridique, qui n'est pas neutre. Si ça se passe mal, vous en êtes quand même responsable ? Comment nous, ça la personne responsable, c'est la marque. Pour vous, c'est la marque. Quoi. Si un consommateur a un souci, c'est la marque qui est responsable du produit qu'elle a mis sur le marché et de la façon dont c'est vendu, distribué. Donc c'est quand même une dimension importante. On va continuer de parler de la réglementation avec la loi climat et résilience qui prévoit, c'est l'article 23 de la loi climat et résilience, 20% de surface de vente consacrée à la vente en vrac d'ici 2030 dans les grandes et moyennes surfaces. C'est donc, on parle donc des commerces de plus de 400 mètres carrés de vente. Maud Cadic, alors vous êtes plutôt dans le commerce de proximité, mais comment vous, à Réseau Vrac, comment vous recevez cet article de la loi climat et résilience ? Et puis surtout, est-ce que la mutation est déjà à l'œuvre ? Alors, on le reçoit de manière très positive, puisque nous, notre but, c'est vraiment démocratiser la filière, lever tous les freins et faire que le consommateur puisse trouver du vrac à tous les coins de rue et dans tous les commerces, à travers cet usage. Et donc, on est plutôt satisfait. Et oui, la révolution est déjà en marche. On voit bien que les grandes surfaces et moyennes surfaces sont déjà très, très bien équipées et qu'elles développent, qu'elles laissent de plus en plus de place au vrac dans... Mais sur quels produits ? Là aussi, on retrouve un peu la même liste que celle que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça démarre par l'épicerie parce que c'est plus facile. Oui, c'est ça. On a de l'épicerie depuis déjà quelques années. Puis la grande distribution démarre aussi sur les produits d'entretien et la cosmétique solide, notamment avec des grandes marques nationales qui se mettent à fabriquer ce type de produits. On disait 30% pour les aliments animaux. J'imagine qu'il y a des secteurs pour lesquels c'est encore plus difficile de passer au vrac. Est-ce qu'il y a des impossibles ? Alors aujourd'hui, les impossibles qui sont inscrits, ça va être par exemple le lait en vrac, les aliments infantiles qui ont une réglementation très très particulière avec des risques pour les nourrissons, et puis les compléments alimentaires également, où on est pour l'instant très limité à vendre ce type de produit en vrac. Vous le comprenez pour le lait ? Ou là aussi, moi, quand vous entendez ça, j'avais l'image des livraisons de lait devant la porte. Quoi. Vous voyez, on a su faire ça et bon... Oui, après... On survivait à l'époque aussi. Oui, tout à fait. Après, on le comprend, on peut toujours quand même trouver du lait en vrac directement à la ferme, comme ça se faisait dans le temps. Mais à la fois, le risque bactériaux, etc., sur le lait est quand même important. C'est un produit sensible, donc on peut comprendre que pour l'instant, ce soit limité. Les grandes enseignes, comment vous réagissez à ça ? Je reviens je parle de la grande distribution, le fait de voir le vrac se développer. Vous dites super... Voilà, il y a une évangélisation, ou alors, ils vont peut-être se mettre à faire des cosmétiques. Non, génial. Peut-être qu'effectivement, on aura plus de concurrence, mais tant mieux. De toute manière, la machine est amenée à se développer. Nous, on se fixe comme mission au Réseau Vrac, et puis chez Cozy, bien sûr, de développer ce mode de consommation. Ça passera par tous les types de canaux. Si ça prend effectivement, grâce à la loi, dans les supermarchés, hypermarchés, ça portera l'ensemble du marché, c'est sûr. Il y aura un effet de traction, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus faire le bilan du mois du vrac. On passe à Smart Ideas tout de suite. Une start-up en pleine lumière, c'est Ecmo. Smart Ideas avec Mathieu Lafourcade, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur d'Ecmo. Et alors, on va raconter une histoire de famille, parce que avec qui vous l'avez fondé, et puis surtout pourquoi ? Alors, Ecmo a été fondé, j'ai cofondé Ecmo avec mon frère. Ecmo, c'est une marque de vêtements régénérative. Je m'explique. On a fait le constat qu'aujourd'hui, les Français, notamment les consommateurs, souhaitaient des vêtements de plus en plus durables. La pandémie a accéléré ces changements et du coup, les Français voulaient de plus en plus de vêtements durables. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, un vêtement durable est très difficile à définir. On se rend compte que si vous prenez 10 personnes, Thomas, vous leur demandez qu'est-ce qu'un vêtement durable, vous allez avoir 10 définitions différentes. Nous, ce qu'on fait chez Ecmo, c'est qu'on simplifie. Et plutôt que de proposer une définition, on propose une vision, celle de concevoir des vêtements qui ont un impact positif global sur notre écosystème. Mais ça veut dire quoi, vêtements régénératifs ? Et bien alors justement, nous, on conçoit localement nos vêtements à partir de matières recyclées et biosourcées. Ok, les matières, c'est quoi ? L'idée, en fait, c'est d'avoir un impact tant sur le social que sur l'environnemental. Justement, sur les matières, Thomas, aujourd'hui, nous, on a réuni autour de nous une équipe d'experts, d'experts en biomatières, qui nous aident aujourd'hui à sourcer et développer des matières innovantes.
Par exemple, je vais vous prendre un exemple aujourd'hui, le sweat que je porte. Ouais. C'est un sweat qui est réalisé à partir de coton recyclé, pré-consommation. C'est-à-dire que c'est des chutes de tissus qui sont récupérées dans les usines en France, qui est mélangé à du polyester régénéré. Du polyester régénéré, en gros, c'est du polyester recyclé qui est fait à partir de bouteilles plastiques récupérées dans la mer Méditerranée. Ok, donc vous êtes vraiment dans une logique, j'entends ça, hein, de circuit court. Hein. L'idée, c'est de ne pas aller chercher forcément les matières à l'autre bout de la planète, c'est ça? Absolument. L'idée, c'est de les récupérer en France et c'est au maximum d'avoir un impact positif sur nos savoir-faire. Ouais. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises familiales en France qui ont des affaires uniques sur les broderies, sur la sérigraphie. Nos étiquettes sont réalisées à partir de matières recyclées également, Thomas. Ouais. Mais est-ce que les filières existaient? Parce que l'idée, elle est belle, mais après, il faut aller les trouver, les matériaux, surtout proches de chez nous. Alors absolument. Les filières, alors c'est toujours pareil, il faut aller sourcer. C'est ça la vraie difficulté. C'est pour ça qu'ECMO a été créé. On a mis du temps, en fait, avant de développer la structure, parce qu'on a eu un long travail de R&D en amont, en effet. Donc pour aller chercher ces matières en France, parfois certaines matières sont à l'étranger, il est vrai, mais l'impact finalement sur le transport est assez faible sur une quantité de matière. Oui, mais vos partenaires, c'est qui? C'est des laboratoires? Absolument, absolument. Aujourd'hui, exemple, on est en train de développer une encre de sérigraphie à base d'algues avec une société spécialisée justement dans la biotechnologie. Donc on est exactement, nos partenaires sont des laboratoires ou des sociétés spécialisées en biotech. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont besoin de vous pour leurs produits. C'est-à-dire que c'est pas de la recherche fondamentale ce qu'ils font. Non. Et vous avez besoin d'eux pour pouvoir tenir la promesse, quoi. Absolument. On a besoin d'eux aujourd'hui et surtout que c'est des sujets nouveaux. Hein, je vous cache pas les biomatériaux, etc. Mais c'est des sujets qui les intéressent également eux aussi parce qu'eux aussi ont besoin de s'habiller en ayant un impact positif sur l'environnement. Alors je reviens à l'histoire familiale parce que donc c'est deux frères. Vous êtes deux frères qui créent ECMO. Alors il y a un lien avec votre grand-mère, l'une de vos grand-mères. Pourquoi? Alors, notre grand-mère était une couturière qui était d'origine marocaine, qui est venue en France. Et nous, on l'a connue petite, elle travaillait dans son petit atelier, etc. Donc, on a toujours eu en nous cette fibre textile. De l'autre côté, c'est vrai qu'on avait aussi un grand-père qui a été un des premiers à faire de la bioalimentation en France, mais à une époque où c'était pas encore vraiment abouti. Et en fait, du coup, l'idée avait germé avec mon frère pendant la pandémie de créer quelque chose qui soit en lien avec notre héritage. Février 2020, mon père attrape le coronavirus, passe plusieurs mois dans le coma. Il est miraculeusement sauvé grâce à une machine régénérative extraordinaire qui s'appelle ECMO. Ah, ok. Et c'est pour ça, parce que je me disais, c'est quoi ce drôle de nom? Donc, ECMO, c'est la régénération, d'accord? Et c'est pour ça que vous en avez fait le nom de votre entreprise. Cette R&D, là, ça fait combien de temps finalement? Parce que le confinement, on est il y a 2 ans, plus de 2 ans. ECMO a été lancé officiellement en juillet 2020. Ouais. Et l'idée, non, juillet 2021, excuse-moi. Et l'idée a germé pendant le Covid, hein, donc ça a été vraiment. Donc ça veut dire que relativement rapidement, vous avez quand même trouvé les labos et les filières, quoi. Absolument. On a sourcé, ça a été un gros travail. On a quelqu'un dans notre équipe aussi, justement, comme je disais, qui est le leader de cette équipe d'experts, qui avait de vraies connaissances sur justement le sourcing de ces matières-là. Allez, dernier mot rapidement, le modèle de distribution des vêtements ECMO, c'est quoi? Aujourd'hui, on est en digital uniquement, mais l'idée, c'est de se développer, d'avoir idéalement nos boutiques au propre pour que le consommateur puisse venir toucher notre produit et l'adopter derrière. Merci beaucoup Mathieu Lafourcade, bon vent à ECMO. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.